Tu te rends compte de ce que fait Monsieur Blonde? C'était la chose la plus dingue que j'ai jamais vue. Pourquoi Joe embaucherait un gars pareil? Michael Madsen, dans le rôle de Mr. Blonde, est la plus pure incarnation de l'archétype du tueur psychopathe chez Quentin Tarantino. Ce n'est pas le chef, ni le cerveau, et même pas le plus bavard, mais c'est celui que tout le monde craint. Parce que pendant que le reste de l'équipe crie, saigne ou meurt, Mr. Blonde sourit, profite du silence, allume une cigarette pendant que le monde brûle autour de lui. C'est le seul personnage qui pousse le ton du film au-delà du réalisme brut, vers quelque chose de plus mythique et monstrueux. Un mythe que, non par hasard, Tarantino revisitera encore et encore dans ses films suivants, tentant de recréer cette étincelle. Je leur ai dit de ne pas toucher à l'alarme. Ils l'ont fait. S'ils n'avaient pas fait ce que je leur avais dit de ne pas faire, ils seraient encore en vie. Sorti en 1992, le premier film de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, était une inversion du film de braquage traditionnel. Pour contourner le manque de budget empêchant de filmer le braquage, Tarantino fait évoquer le crime par les personnages après coup, cherchant à reconstituer les faits. Cela établit rapidement une voie narrative, à la fois pour le film et pour les personnages, car nous voyons non seulement comment ils réagissent à l'intrigue, mais aussi comment ils réagissent les uns aux autres. Dans l'une des scènes d'ouverture les plus célèbres du cinéma indépendant, notre équipe de criminels prend le petit déjeuner dans un dîner avant le braquage raté. C'est un rapide raccourci de caractérisation où l'on rencontre ceux qui organisent le braquage, les cabots, ainsi que la bande d'inconnus à qui l'on a donné de faux noms. L'excessivement analytique Monsieur Brun, le médiateur, Monsieur Blanc, le traître, Monsieur Orange, le taulard de longue date, Monsieur Bleu, le contradicteur, Monsieur Rose et le psychopathe Monsieur Blond, interprété par Michael Madsen. Au début, c'est simplement un homme en costume noir qui prend son petit déjeuner, plaisante sur la musique et l'éthique du pourboire, parlant peu, il écoute. Il fume, mais quand Monsieur Blanc refuse de rendre le carnet de Joe Cabot, il ne fait appel qu'à une seule personne, Monsieur Blond. Et j'ai changé d'avis. Tire sur ce salaud. Monsieur Blonde, en plus d'être l'un des nombreux effets d'annonce de cette scène, est celui qu'on appelle pour le sale boulot. Après l'échec du braquage, les survivants se réfugient dans l'entrepôt, et on découvre alors le véritable Monsieur Blonde, pire que tout ce qu'on imaginait. Pour faire un rapide rappel, juste pour que tout le monde sache qui est qui, Monsieur White et Monsieur Pink paniquent, Monsieur Orange est en train de se vider de son sang sur le sol. Tout le monde s'accuse, crie au piège et à la taupe, mais Monsieur Blonde, lui, il sirote son soda comme si c'était un mardi ordinaire. Il est détendu, il est calme. Tandis que Monsieur White s'énerve, on découvre que Monsieur Blonde a tiré après le déclenchement des alarmes. Calmement, il affirme qu'il mérite ce qui leur arrive. Ce mépris, cette logique, où 1 + 1 = une balle, montre au public que ces pistolets imaginaires au petit déjeuner n'étaient pas qu'une blague. Monsieur White devient plus émotif, tandis que Monsieur Blonde accepte la situation avec détachement. Lorsque Monsieur Pink les calme, Monsieur Blonde fait une simple déclaration. Il a un flic dans le coffre de sa voiture, kidnappé, ligoté, bâillonné. C'est là que tout passe à la vitesse supérieure, ce qui nous amène à la danse. Il est difficile de surestimer à quel point cette scène a changé la conversation culturelle autour de la violence au cinéma, de ce à quoi elle pouvait ressembler et de ce qu'elle pouvait faire ressentir. Avec le flic attaché à une chaise dans l'entrepôt, Monsieur Blonde met la radio sur Kay Billy's Super Sounds of the 70s, diffusant Stealers Wheels, Stuck in the Middle with You. Il sourit, se lève et danse avec le rasoir sorti de sa botte. Ce n'est pas juste sadique, c'est surréaliste, ludique et plus effrayant que la rage. C'est de la jubilation. C'est tout le génie et l'horreur de la scène. Ici, Monsieur Blonde se distingue des psychopathes classiques du cinéma. Il ne grogne pas, ne bave pas de rage, ni ne fait de discours dramatiques. Il se déhanche simplement, comme si personne ne le voyait. Souriant, fredonnant, profitant de l'instant dans une danse improvisée inspirée de la danse vaguement maniaque écrite par Tarantino. Le public se retrouve aussi impuissant que le flic, assistant à la scène en direct. Comment raisonner avec un homme qui danse passionnément? Ce qui rend ce moment si marquant, ce n'est pas seulement la violence, c'est la facilité avec laquelle elle s'exprime, l'absence d'effort, comme s'il l'avait déjà fait, comme s'il allait recommencer. Même la façon dont la scène est filmée renforce cette impression. Tarantino détourne la caméra juste avant qu'on lui coupe l'oreille. Une astuce classique qui rend la violence encore plus insoutenable. Lorsque Monsieur Blonde revient dans le champ, il demande « C'était aussi bon pour toi que pour moi ?» Des connotations sexuelles évidentes existent ici, même si personne n'a sans doute dit cette phrase sérieusement depuis 50 ans. Sa place dans l'imaginaire collectif reste indéniable. Cette touche de sexualité ajoutée à la violence rend le tout encore plus terrifiant. Monsieur Blonde fait face aux policiers gémissants et plaisante, tel un enfant avec un faux téléphone sans sembler tenir un organe sectionné. C'est du pur cinéma, un pur cauchemar. Bien sûr, rien de tout cela ne fonctionnerait sans Michael Madsen.
Certains acteurs changent instantanément la gravité d'une scène. Madsen en fait partie. Avec sa voix lente, ses yeux mi-clos et sa posture tendue, il n'a pas besoin d'en dire beaucoup. À l'époque de Reservoir Dogs, Madsen cultivait déjà une réputation d'acteur brut de décoffrage avec une attitude revancharde. Sa vraie personnalité, biker, solitaire sombre et romantique autodestructeur, correspondait parfaitement à Mr. Blonde. Tarantino le savait, d'où la scène pour Madsen. C'est pour ça qu'il a droit à la musique, parce que Tarantino ne choisit pas seulement un acteur pour un personnage, il choisit une mythologie. Et Madsen, un gars qui pourrait tout aussi bien jouer un flic, un cow-boy ou un tueur, est devenu l'incarnation physique de la menace décontractée de Mr. Blonde. La frontière entre l'acteur et le rôle s'est estompée, et c'est ce qui l'a rendu marquant. Soyons clairs, Mr. Blonde n'est pas un personnage totalement original. Il fait partie d'une longue tradition d'archétypes de tueurs psychopathes dans les films criminels. De Tommy DeVito dans Les Affranchis à Frank Booth dans Blue Velvet, le cinéma a toujours laissé une place au sadique imprévisible avec qui il est impossible de raisonner. Mais Mr. Blonde est différent, parce qu'il est moins théâtral, il ne s'emporte pas, il n'en fait pas des tonnes. Il est raffiné, économe, presque minimaliste. Voici ce qui arrive lorsqu'on retire tout le superflu du tueur psychopathe pour ne garder que l'essentiel. Cela le rend plus effrayant, car il n'a pas besoin d'en faire davantage. Il fonctionne déjà dans son état naturel, et si tu lui donnes une corde, il va pendre quelqu'un avec, calmement, efficacement, peut-être même en plaisantant. Dans un monde post-Reservoir Dogs, on a vu cet archétype copié encore et encore. Le psychopathe charmant qui sourit pendant qu'il te torture, le tueur à la voix douce qui n'élève jamais la voix, le loup dans un costume parfaitement taillé. On peut tracer une ligne directe de Monsieur Blonde à des personnages comme Anton Chigurh, Lorraine Malraux ou même Hans Landa. Ils doivent tous quelque chose à la performance de Madsen et à la volonté de Tarantino de simplement s'attarder sur l'horreur d'un homme calme avec une lame. Mais comme nous le savons tous, Monsieur Blonde ne s'en sort pas vivant. Quand il se fait descendre par Monsieur Orange, c'est choquant non seulement parce qu'il meurt, mais aussi parce qu'il meurt vite. Pas de monologue, pas de confrontation au ralenti, juste bang, terminé. Mais c'est approprié, car à sa mort, il a déjà tout empoisonné, transformé l'entrepôt en zone de guerre et fait passer le film du thriller criminel à l'horreur psychologique. Sa présence persiste longtemps après son départ. Plus encore, sa mort confirme ce que le film suggérait depuis le début. Cette équipe n'aurait jamais dû l'emmener. Blonde n'est pas seulement un mauvais membre de l'équipe, c'est une mauvaise idée. C'est le virus dans le système. La raison pour laquelle tout a mal tourné, ce n'est pas parce qu'il a parlé aux flics ou raté la fuite, mais parce qu'il s'en fiche du plan, des gens, des conséquences. C'est le type qui empire tout simplement en étant là. Et dans un genre où les équipes de criminels ont toujours ce gars qui gâche tout pour les autres, Monsieur Blonde en est le saint patron. Et ce n'est pas un hasard si Tarantino n'a pas pu se passer de Madsen après Reservoir Dogs. Il avait initialement créé Vincent Vega dans Pulp Fiction comme frère de Vic Vega, souhaitant bâtir un Vegaverse autour de ces deux personnages. Plus tard, il a rappelé Madsen pour Kill Bill dans le rôle de Bud, tueur au regard mort et aux gestes lents, semblant attendre la fin du monde. Car cette énergie, cette immobilité, cette lourdeur, cette expression impénétrable sont devenues la pierre angulaire de la boîte à outils de Tarantino pour ses méchants. Pas le plus bruyant, ni le plus fou, juste le plus calme. Car les personnages les plus terrifiants sont souvent ceux qui n'élèvent pas la voix, qui sourient en te détruisant, déjà brisé et sans envie de se reconstruire. Monsieur Blonde incarne ce type et demeure, à bien des égards, la meilleure version du personnage montré par Tarantino à l'écran. Des décennies plus tard, bien après le générique de fin, tu te souviens de la façon dont il dansait, de la façon dont il souriait, de la façon dont il allumait une cigarette comme si de rien n'était. Tu te souviens de l'oreille, tu te souviens du sang, mais surtout, tu te souviens de ce sentiment que, peu importe à quel point tu es dur, il y a toujours quelqu'un de plus effrayant dans la pièce. Et il est peut-être déjà en train de te regarder. Alors, qu'en penses-tu? Quels autres personnages t'ont glacé le sang avec quelque chose d'aussi banal que de danser? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous, et comme toujours, merci d'avoir regardé.